Oh là là. Oh là là, c'est rempli. Oh, il y a une grande salle à droite. Ouais, je la vois bien, avec des momies. Tu respires doucement quand même, parce que de l'oxygène, on n'a peut-être pas tant que ça. Ah, c'est fabuleux, ça c'est fabuleux. Hein? Ouais. Ils étaient mis là pour l'éternité et nous on rentre dans leur éternité, on va l'interrompre. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va trouver et souvent ce qu'on trouve est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait imaginé. Et il est très beau celui-là. Il est très bien endetté. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Hop, ça y est. Ça vient, ça vient, ça Voilà. Allez. C'est la première fois de ma vie que j'ouvre une boîte à viscères intacte. En bois, comme ça. En bois. Ah mais ça s'arrête pas là, hein. Ça ne fait que commencer. « 7 h du matin, à 30 km au sud du Caire, l'équipe de Christian Ziegler est de retour à Saqqara. Au pied de la plus ancienne des pyramides, la pyramide de Djoser. Nous sommes aux sources de la civilisation. Christian Ziegler, son second Jean-Pierre Adam et Marie-Françoise de Rosière, restauratrice au musée du Louvre. Depuis plusieurs mois, ils attendaient cet instant, car la campagne de fouilles qui commence aujourd'hui, la 14e, promet d'être exceptionnelle. À l'entrée du site, les candidats à l'embauche, la plupart participent au chantier chaque année. Ah oui, c'est les retrouvailles. C'est tous les mêmes depuis 10 ans. Hein. On arrive à se connaître et à s'apprécier. Il y a eu des effondrements, hein. Tout le coin là-bas est tombé. Oui, et ce bout de mur, on ne l'avait pas vu. On a l'impression qu'il a plu aussi, hein, parce qu'il y a il y a des traces sur le sable. Oui. Il y a d'abord le nettoyage général, parce que le vent emporte évidemment tous les souvenirs des pique-niques de touristes. Il y a quelques milliers de sachets de plastique qui viennent atterrir dans le trou. Évidemment, c'est un refuge intéressant. Là, depuis novembre, hein, on l'a laissé, mais enfin, c'était bien surveillé. Rien n'a bougé. Et comme c'est très abrité, tous les chiens du désert viennent loger dans cette grande niche là, intéressante. Il y a du sable partout, donc ils se font des trous. Ils font des dégâts absolument considérables. Nettoyage du site et embauche des ouvriers. Le responsable de la fouille côté égyptien, Salah, en est chargé. Première semaine, top départ. Les ouvriers, leur nombre atteindra bientôt la centaine, doivent retirer plusieurs mètres de sable dans la partie sud du site. Sous leurs pieds, des vestiges qui remontent pour certains aux périodes les plus anciennes de l'Égypte pharaonique. 3000 ans d'antiquité sur 10 mètres d'épaisseur, plus 8 siècles de Moyen-Âge. C'est un des rares endroits en Égypte où on est toute l'histoire de l'Égypte jusqu'à l'époque musulmane sur un site aussi étroit. Voilà, on va installer notre dining room. En plus de la restauration, Marie-Françoise s'occupe des à côté pratiques de la fouille. Elle travaille en Égypte depuis plus de 20 ans. Ah oui, je parle arabe et j'écris l'arabe aussi, il faut bien. Ça fait tellement longtemps que je vis en Égypte que, vous savez, je suis à moitié égyptienne. À peine l'installation est-elle terminée, 1 heure tout au plus après le début du travail, une première découverte. Un bijou funéraire. C'est un vrai coup de chance d'en retrouver un de cette qualité et c'est un bon signe pour la suite. Oh, c'est énorme, énorme. Ah oui.
C'est un pectoral. C'est un bijou qu'on porte sur la poitrine. C'est magnifique. Broche, snow broche, snow broche. C'est très rare. C'est la première fois qu'on voit ça. Avec des rosettes et tout. C'est extrêmement rare. C'est splendide. Qu'est-ce qui est si rare dans cet objet? Eh bien, à la fois que ce soit un pendentif aussi grand et qu'il y ait ce décor, parce que c'est très tardif. Et je pense qu'il y a des inscriptions. C'est-à-dire de l'époque grecque. Hein. C'est l'époque de Cléopâtre. La faïence, c'est très fragile. Et c'est on appelle le terme faïence, c'est faïence égyptienne, parce que ça n'a rien à voir avec la faïence qu'on trouve chez nous. Et c'est extrêmement fragile. Vous voyez, tout est craquelé. Et l'intérieur est assez hétérogène. Ce qui veut dire qu'en revenant à la surface, on pourrait éventuellement le voir se détruire complètement d'un coup. Oui, faire attention. C'est un collier, hein. Oui. On appelle ça un pectoral parce que c'est porté sur la poitrine, c'est un pendentif. C'est un porte-bonheur. Regardez, moi je suis mon Nujat là. Vous voyez? C'est l'œil d'Horus. Placé à l'origine dans une tombe, à plusieurs mètres de profondeur, il fut probablement exhumé dans l'Antiquité par des pilleurs de sépultures. Ils le perdirent ensuite dans le sable ou l'abandonnèrent. Un autre personnage important du chantier, le Raïs. Raïs, ça veut dire chef. Hein. Ça veut dire chef, ça veut dire tête en fait. Hein. C'est le chef, même que le chef d'État en Égypte, c'est le Raïs. Donc c'est lui qui encadre les ouvriers et c'est un spécialiste en fait. Là, c'est le Raïs Rafat avec lequel nous travaillons depuis 3 ans et qui fait partie d'une dynastie de Raïs. C'est un métier qui se transmet de père en fils. Pour animer une équipe aussi nombreuse, il faut vraiment être à la fois vigilant, garder son sang-froid. Il y a des moments de grande excitation hein, quand on découvre, donc il faut tout de suite calmer le jeu et ça j'apprécie beaucoup. Fin de la première journée et apparition des premiers puits. À plusieurs mètres de profondeur, ils conduisent aux tombes de l'époque pharaonique. Le lendemain, c'est vendredi, jour de congé en pays musulman. On se retrouve donc samedi, au petit matin. Au pied du site de Saqqara, voici l'hôtel où l'équipe est logée. Il est 6 heures. Spécialité égyptienne, l'aïch baladi, c'est-à-dire le pain du village. Ça fait partie du charme de ce mois de fouilles. Sur le chemin du petit déjeuner, les archéologues s'arrêtent chez le boulanger. L'équipe est à présent presque au complet. Il faut être matinal hein, pour faire de l'archéologie. C'est vraiment un des plaisirs de la journée de commencer par ce pain brûlant tout frais qui sort d'un four à l'ancienne. Christian, photographe au musée du Louvre, Nathalie, la dessinatrice de la mission, et Cécile, la seconde restauratrice. Cécile et Nathalie qui participent à la fouille pour la première fois. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre va ce matin leur faire découvrir le site. Sur place, c'est le début des choses sérieuses. Ces ouvriers cassent une dalle de béton sous laquelle se trouve l'un des puits découverts lors de la dernière mission. Il descend à 14 mètres. 14 mètres. Oui, non, c'est un puits important. Il y a une espèce de règle qui n'est pas systématique, mais plus le personnage est élevé dans la hiérarchie sociale, plus sa tombe est profonde. Et Arethetep descend à 22 mètres. Alors là, évidemment, c'est très acrobatique, c'est de la haute montagne pratiquement. Celui-là, déjà 14 mètres, c'est pas mal. Alors que les petits puits des serviteurs, c'est de 2 à 5 mètres. Il y en a un qui atteignait 7 mètres, mais c'est assez rare. Et souvent, ils surcreusaient parce que le sol était déjà encombré par d'autres tombes. Donc il fallait chercher un autre niveau dans lequel on pouvait aménager un caveau.
2 heures plus tard, Attention, c'est parti. la dalle de béton est retirée. Hop, boum. 11 mètres exactement, donc on a mis 3 mètres de sable au fond. Le rocher est à 14 mètres. Une dalle de béton, plus une grille, plus 3 mètres de sable, ce sont des mesures de sécurité contre les voleurs d'antiquités. Sitôt le sable remonté, nous pourrons descendre dans la tombe. Il est 10 heures. Les ouvriers viennent de faire une nouvelle découverte. Un sarcophage d'enfant. Alors il y a des petits détails intéressants. Par exemple, on voit ici des chevilles, là. Vous voyez ? Parce que très souvent, ces sarcophages sont faits avec des pièces rapportées de petites dimensions. On utilisait des petits morceaux de bois, évidemment, au maximum des possibilités des menuisiers ou des ébénistes. Et très souvent, un petit sarcophage comme ça peut être constitué d'une vingtaine, voire d'une trentaine de petites pièces de bois. Et on complétait la forme, on l'adoucissait avec une couche d'argile. Et le visage était esquissé dans le bois. Ensuite, on l'affinait, on le travaillait dans l'argile, on le modelait dans l'argile. Modeste cercueil de bois et de terre, il est très sensible aux rayons du soleil. C'est pourquoi très rapidement, on le met à l'abri. Dans une des tentes de la mission, Francis, médecin et égyptologue, examine les momies avec son ami Pierre. Il faut avoir beaucoup de respect par rapport à ces gens qu'on retrouve, qui ont réussi finalement à survivre jusqu'à nous, qui ont passé une éternité déjà, parce que plus de 2500 ans, je trouve qu'ils ont déjà passé une éternité, effectivement, même s'ils ont bénéficié de conditions d'embaumement et de momification très modestes. Je ne sais pas si je réussirais à passer 2500 ans. Voilà. Bon, donc ça, moi, ça me fait quelque chose, ça me touche. Ça touche aussi Pierre. Je pense que ça touche beaucoup de monde, en fait. C'est pour ça qu'on est là. Encore plus sommaire et encore plus fragile, un simple masque de terre sur le visage de la momie. Puis ça va rester une demi-heure dans cet état, les couleurs. C'est ça, oui. C'est pourquoi Marie-Françoise l'imprègne aussitôt d'un liquide consolidant. Comme le précédent, ce sarcophage date de ce qu'on appelle la basse époque, les derniers siècles de l'Égypte pharaonique. Ce qui est devant moi, là, cette petite structure de briques crues aux parois inclinées, c'est un pyramidion, une petite pyramide en miniature. Le monument fascinait tellement que tout le monde a voulu avoir droit au bienfait, si je puis dire, de la pyramide, qui est le monument, l'escalier symbolique qui permet de monter dans le domaine des dieux. Et puis c'est aussi un signe de la modification complètement des mentalités. La pyramide, c'était le monopole royal absolu pendant tout l'Ancien Empire, tout le Moyen Empire. Et puis après, le roi n'est plus ce personnage sacré, unique de l'Égypte, le seul propriétaire de l'Égypte, le seul prêtre de l'Égypte. Il y a une véritable démocratisation, il y a une classe moyenne qui naît, comme le prouve d'ailleurs la qualité de certains de ces sarcophages, qui ne sont pas des sarcophages à négliger, ce sont de beaux objets, et aussi ce droit étonnant d'avoir la possibilité de se construire un monument signal qui est la forme de la tombe royale. « 10h30, foutour, repas complet pour les ouvriers. Après quoi, ouverture du premier puits. Une corde, le pied dans un panier, 14 mètres de profondeur. C'est impressionnant, hein? Ah oui, c'est très profond. On ferme les yeux pendant la descente de toute façon, donc on ne sait pas. Il ne faut pas avoir le vertige, c'est sûr. Et puis on récite les prières de son enfance, celles dont on se souvient. D'ailleurs, souvent, les ouvriers vous souhaitent bonne chance avant qu'on descende.
La tombe a été ouverte à la fin de la campagne de fouilles précédente. La voici telle que les archéologues l'ont découverte. Sur la droite, il y a même une tombe supplémentaire qui appartient à ces placards qu'on appelle des loculi, dans lequel là, on voit une petite momie d'enfant. Tombe évidemment bien modeste. Des pilleurs ont ravagé la tombe. Ça s'est sans doute passé dans l'Antiquité. À cette époque déjà, les voleurs cherchaient des bijoux placés sous les bandelettes. C'est pourquoi les momies sont ainsi disloquées. Et en dessous, alors dans les couches les plus basses, ces momies ont heureusement protégé d'autres inhumations qui ont été à l'abri des spoliateurs. Ils ne les ont pas trouvées. Alors, on avait recouvert provisoirement. Et en dessous, voilà, on retrouve de superbes sarcophages de bois, magnifiques, comparables à ceux qu'on a de l'autre côté. Et sur la droite, là, il y en a un autre, vous allez voir. Lui aussi a échappé complètement aux spoliateurs. Ah, on a un visage qui sort du sable, avec la dorure sur le visage. C'est un très bel exemple de sarcophage d'époque tardive. Et vous imaginez que lorsqu'on a ce type d'objet et au-dessus cette accumulation de momies, on aurait tendance à vouloir accélérer un peu le temps du dégagement. Et pourtant, tout mérite d'être traité scientifiquement, bien entendu. Parce que cette accumulation elle-même, c'est aussi un événement funéraire important. Les momies ont été déposées ici à la fin de l'Égypte antique. Les 3 sarcophages, une inscription nous l'indique, sont plus anciens, 4e siècle avant Jésus-Christ. Quant au puits qui permet d'arriver jusqu'ici, il a plus de 4000 ans. Ancien empire, comme d'ailleurs l'ensemble du complexe funéraire dont il fait partie. 2 grands bâtiments rectangulaires, les mastabas, les tombes dans le vocabulaire des égyptologues. Une petite rue les sépare, elle dessert plusieurs chapelles funéraires dans lesquelles les vivants apportent des offrandes aux défunts. Ici se trouve la raison de notre présence, la raison pour laquelle Christian Ziegler a choisi de fouiller à cet endroit. La chapelle funéraire dans laquelle nous pénétrons, elle n'est plus à Saqqara. En 1903, elle a été démontée et transportée à Paris, au musée du Louvre. C'est celle d'Arethetep, médecin, magicien et haut fonctionnaire de l'Ancien Empire. Christian Ziegler voulait en savoir plus à son sujet. C'est ainsi que tout a commencé. Arethetep, dont une partie du trésor se trouve aujourd'hui en sécurité, dans un lieu à l'accès très réglementé. Salah nous y emmène. Il vient de signaler notre arrivée. Ici, là, les magasins, tout neufs. Ils ont été ouverts l'année dernière. À l'entrée du site de Saqqara, un immense hangar. C'est quand même assez protégé. Hein. C'est très protégé, c'est très important. Hein. Ce sont les réserves du site, c'est-à-dire que la plupart des objets, ceux qui ne vont pas au musée du Caire, sont conservés ici. 20 000 pièces sont entreposées ici. C'est une ancienne découverte. Il est à l'honneur. Hein. Très, très exceptionnel. C'est la seule statue qui possède cet emblème, qui est le symbole de la déesse Bat. Vous voyez, elle a une tête humaine, de face, qui est très rare dans l'art égyptien, et puis des petites oreilles et des cornes de vache. C'était l'insigne des juges dans l'ancienne Égypte. L'insigne, les vizirs, les premiers ministres, les ministres de l'Intérieur le portaient aussi. C'est un insigne très, très particulier. Et cet insigne, c'est bien sûr celui d'Arethetep. Statue de l'Ancien Empire, tout comme sa voisine,
elles ont environ 4400 ans. On retrouve les textes, on voit bien Arrête-Otep ici. Là on voit Arrête-Otep. Et nous avons tous ces titres qui sont d'ailleurs les mêmes qu'on pourra lire au Louvre. Des titres qui sont certains obscurs, hein, Imaa, mais après un mi-unique, c'est la mi-unique du roi en fait, hein, le prêtre ritualiste, celui qui connaît les textes, Erisecheta une perdoite, le préposé au secret de la maison du matin, c'est-à-dire un proche du roi, et puis son nom, Arrête-Otep. Dans la pièce voisine, un véritable trésor. Dans ces caisses, des centaines d'objets, découvertes des archéologues du monde entier. Parmi lesquels, celle de l'équipe du musée du Louvre. Quelques exemples, les plus récents. C'est un vrai chef-d'œuvre. Hein. Je ne sais pas si on peut le voir par transparence. Un œil Udjat, oui. Et un oiseau harem, divinité protectrice placée aux côtés du défunt, premier millénaire avant Jésus-Christ. Ou encore, ce coffret funéraire. Voilà. Isis et Nephthys autour du symbole ou d'un des symboles du dieu Osiris qui, vous le savez peut-être, a été mis à mort par son frère, dépecé, les morceaux du corps ont été jetés, égrenés tout au long de la vallée du Nil. Et c'est son épouse et sa sœur, la déesse Isis, qui, selon la légende, a retrouvé les morceaux, les a rassemblés et a confectionné la première momie et, grâce à sa magie, l'a aidé à revivre à nouveau. Et chaque défunt en Égypte voulait être un nouvel Osiris et bénéficier de la même destinée qu'Osiris. Donc on a là un résumé de cette légende. Légende à l'origine de la momification et de toute la pratique funéraire de l'Égypte antique. Retour sur le chantier. Ce matin, l'équipe est au complet et le travail peut commencer dans la tombe, au sarcophage doré. D'où l'installation d'une grande échelle pour en faciliter l'accès. Voici Guy Le Cuillot, l'oiseau harem et le coffret funéraire, c'est lui qui les a trouvés. Ça fait quand même un immeuble de 5 étages. Près, hein. Premier jour d'un travail long et difficile. Guy a 3 semaines pour tout dégager. L'objectif, bien sûr, c'est d'accéder aux 2 sarcophages, ensevelis sous les momies. Gants de caoutchouc et masque anti-poussière. Les momies peuvent contenir des champignons très nocifs, réactivés par l'oxygène et l'humidité à l'ouverture de la tombe. 15 mètres carrés, il fait environ 30 degrés. Un travail pénible donc, mais quelques belles récompenses. Sous les momies, des masques funéraires. Ces éléments venaient s'emboîter à la manière d'un aume sur la momie. Comme un masque sur la momie. En fait. Voilà, et venaient donc couvrir la tête entièrement, avant et arrière, et le haut du corps. Donc ça venait s'emboîter sur la momie. Parure faite de toile de lin enduite de plâtre. 1er siècle avant Jésus-Christ. À côté des masques funéraires, Guy découvre plusieurs répliques de colliers placés lors de l'inhumation sur la poitrine des momies. Un peu de liquide consolidant et Marie-Françoise fait revivre les pigments naturels. Ce collier, il avait une signification particulière? C'est le collier Hauser qu'on retrouve partout, sur les cartes d'âge, sur les sarcophages. Collier dont certains exemplaires ont été retrouvés intacts dans les tombes. Celui-ci est au musée du Caire.
Pour les gens les plus riches, ils pouvaient se permettre d'avoir des pierres dures. La classe en dessous, ils avaient de la pâte de verre. Et puis les plus pauvres, bon, ils se contentaient de représentations simplement peintes, comme ces cartonnages pour décorer les momies. Alors, je mets un sopalin humide. Puis après, je bourre avec du papier journal. Alors, nous travaillons dans un hôpital de campagne. L'œil était complètement à l'intérieur. Le visage était ouvert. Donc, on va lui redonner. Ah ben voilà, ça colle, hein. C'est bien le même hein, que celui qu'on a trouvé. Troisième jour de travail et ouverture de l'autre puits découvert l'année précédente. Il conduit à 2 tombes souterraines. Par sécurité, lui aussi a été rempli de sable fin. Salam, Azayak, Koyes, Alhamdulillah. Ramadan est l'un des meilleurs spécialistes du creusement, du vidage des puits et du nettoyage dans les tombes. Ramadan et son compère Abdel Nabi, ils sont de toutes les découvertes. Cette année, ils seront servis. Donc là, vous descendez encore 1 mètre, 1,50 m. Pour dégager le passage, et on pourra rentrer dans la tombe. Fin de la journée, le puits est dégagé, la voie est ouverte. Il faut à présent sécuriser l'accès à la tombe, avec la pose de cette grille de fer, de façon à décourager les voleurs d'antiquités. Le grand moment, c'est pour le lendemain. Les archéologues attendent cet instant depuis plusieurs mois. La première échelle descend à 7 mètres. Après quoi, il faut en glisser une autre par une ouverture étroite. Voilà, attends, on est prêt. C'est bon. Allez, on va essayer de ne pas tomber. Hein. Ouverture par laquelle il faut ensuite se faufiler pour accéder au caveau. Je serai cassé, sinon. Encore 3 mètres et Francis rejoint Jean-Pierre. Allez, encore un. Et pouf, voilà, merci. Il n'a pas pris une ride. Ah oui, on a un petit peu le souffle coupé. Hein. Alors, ça t'impressionne quand même. Ah, c'est fabuleux, ça c'est fabuleux. Hein? Ici, les sépultures sont intactes. La tombe n'a pas été pillée et c'est exceptionnel. Nous sommes à l'intérieur d'une galerie souterraine, une galerie de 11 mètres de long. Encore une petite fausse porte là. Là, on voit un loculus. Loculus, tombe creusée dans la paroi de la galerie. Galerie au fond de laquelle se trouve un amoncellement de momies, retenu par un énorme sarcophage. Un visage d'une beauté, d'une douceur, en plus d'une douceur tout à fait étonnante. Il a sa perruque bien peignée, le décor conventionnel avec les déesses protectrices, le texte d'identification, les fils d'Horus. Ce sont les nattes qui ont pu servir à transporter les corps, qui ont été roulés, ficelés même, et puis des céramiques qui contiennent là aussi des produits utilisés pour l'embaumement et au moment de l'inhumation. Le problème, bien évidemment, ça va être le transporter, de bouger les transporter sans les casser et pouvoir les séparer, de comprendre comment elles s'imbriquent les unes dans les autres, comme dans un jeu de Mikado, hein. On est dans leur éternité, là. Oui. Ils étaient mis là pour l'éternité, et nous, on rentre dans leur éternité, on va l'interrompre. Ouais. On viole quelque chose? On a tout de même... oui. Les deux sont mélangés. On a le plaisir scientifique, je veux dire, de trouver ces tombes non violées avec leur mobilier complet, et en même temps, c'est quand même des êtres humains. Hein. Un jour, on sera comme ça. Pas aussi bien soignés, d'ailleurs. Oui, c'est sûr. Et ils se croyaient tranquilles pour des millions d'années, comme le nom des temples des rois du Nouvel Empire. Et puis, voilà qu'on vient casser le temps
Momies et sarcophages ont entre 2000 et 2500 ans. La galerie, en revanche, est très antérieure. Elle a plus de 4000 ans. Nous revoici sous l'Ancien Empire, aux sources de l'Égypte pharaonique. Et nous allons y rester un instant avec Jean-Pierre. Il va nous faire découvrir le plus grand et le plus prestigieux des voisins de la fouille. La célèbre pyramide à degrés, 2600 ans avant Jésus-Christ. La voici avec son enceinte de calcaire, d'une hauteur de 8 mètres, et son immense complexe funéraire. L'architecte s'appelle Imhotep. Son client, le premier grand pharaon de l'Ancien Empire. On connaît son nom, mais pas la façon de le prononcer. On dit Djoser ou Djeser d'ailleurs? Comme il n'y a pas de voyelle dans l'écriture égyptienne, on se situe entre les deux. Par exemple, le roi Pépi, si on le lit correctement, se dit Pipi. Pour des raisons de politiquement correct, on préfère dire Pépi. Ne regardez pas vers le haut, mais au pied de la pyramide. On y distingue une première tombe. C'est par elle que tout a commencé. Le premier monument de pierre, finalement, le premier grand monument funéraire de l'histoire de l'humanité, c'est ce premier mastaba du roi Djeser. Donc c'est un monument évidemment très émouvant. Pour l'imaginer, il fait quelle hauteur à l'époque? Sa hauteur vraisemblable est de l'ordre de 8 à 9 mètres. On peut l'estimer, d'ailleurs on voit encore la silhouette qui est ici en moellon plus petit que ceux qui constituent le cœur de la pyramide. Et après on se dit c'est trop petit, c'est exactement le raisonnement qu'on a tenu. Le monument funéraire pour l'éternité doit être aussi un signal pour l'éternité. Donc Imhotep a imaginé de superposer plusieurs mastabas, même si ce n'est pas l'intention réelle, si ce n'est pas le mot mastaba qu'il faut prononcer, c'est tout de même géométriquement la superposition de premier mastaba. Superposer plusieurs tombes. D'abord, 4 mastabas superposés qui donnent une première pyramide à degrés, jugée elle-même insuffisante, et Imhotep a terminé l'œuvre par cette pyramide, celle qui est devant nous, qui a 6 gradins successifs. C'est l'escalier divin qui permet d'accéder au monde du soleil. Quelle hauteur cette pyramide? La pyramide d'une 60aine de mètres. Les Égyptiens eux-mêmes étaient parfaitement conscients de la place qu'occupait Imhotep dans leur histoire et dans l'histoire en général, puisqu'ils l'avaient canonisé. Aux époques tardives, on a des statuettes d'Imhotep qui représentaient comme un dieu. Il est protecteur du savoir, de l'écriture, de bien d'autres choses, parce qu'il était resté dans la mémoire comme le créateur, l'inventeur de l'architecture. Privilège exceptionnel, nous descendons à présent dans la chapelle funéraire du roi Djeser. Sabri Abdelaziz, le numéro 2 des antiquités égyptiennes, accompagne Jean-Pierre et Francis. Accès strictement interdit. Les souterrains ont été fragilisés par les derniers tremblements de terre. On est à plus de 28 mètres parce que le fond du puits est à 28 mètres. 28 mètres? Oui. Nous voici devant le palais souterrain du pharaon. Le roi est à l'intérieur et symboliquement apparaît aux visiteurs par les fausses portes de son domaine funéraire. Oui, il est en tenue sportive extrêmement légère. Hein. Il a déjà la barbe syrienne, enfin la barbe royale, il a la coiffe de Haute-Égypte. Et alors, ce qui est prodigieux, c'est que le rouleau, là, il est vraiment à l'imitation, il est réaliste. Oui, on a très bien. C'est un rouleau de natte avec les liens qui le cernent. On a remonté le rouleau, la porte est ouverte et on voit le roi. Alors là, on pénètre dans le palais. On pénètre dans le palais avec de nouveau l'inscription, avec ces mêmes doubles titres. Il est roi de Basse et de Haute-Égypte. Bon, on va faire attention à la tête ici. À l'intérieur, les murs étaient couverts de faïences égyptiennes. Imitation des nattes de roseaux qui décoraient à l'époque la demeure des vivants. As you see,
Oh, yeah. Focus here. You can see this relief here. Oh, yes. And It's the more mortar easy for the can mortar. inhabit here. For the gaps. To put it on the wall just like this. Okay, put mortar and fix it with mortar and leave it like this. It will be fix it like this. Okay. Mabrouk. Yeah. Premier chef-d'œuvre de l'architecture égyptienne. Et puis un défi réussi, bâtir un palais pour l'éternité au roi de Djéser. Nous sommes encore dedans. Yeah. Wonderful. تمام يا سلام. تمام بس تمام سبوع خلاص. 6e jour et début du travail dans la grande galerie. Ah, c'est beau ça. Ah, magnifique. Le défunt s'appelait Pénou. C'est inscrit sur le sarcophage. Les traces de blanc, là, c'est du sel. En fait, l'Égypte, c'est une ancienne mer. Hein. Il y a du sel partout ici. On aimerait bien savoir ce qu'il y a là-dedans, mais bon, il faut rester professionnel et scientifique. Et donc, avec beaucoup de patience, il faut d'abord faire toute la documentation avant d'ouvrir. La documentation qui passe bien sûr par la photographie. La galerie telle qu'elle fut découverte, Christian doit tout saisir avant que les archéologues ne modifient la disposition des corps et des objets. Et l'idéal, ce serait de photographier derrière le coude. Ah oui, il faudrait un appareil en coin. Comment est-ce qu'on fait? Qu'y a-t-il à gauche de la grande galerie? Pas très concluant. Christian décide alors d'utiliser un long bras articulé et d'y fixer une petite caméra. Bien enveloppé, mais... Tiens-le. Voilà. Le dispositif permettra de voir, sans faire courir de risque, aux momies. Ça va tenir comme ça. C'est pas une maçonnerie au fond. Oui, là. De toute façon, je pense qu'avec ça, vas-y, on aura quelques données. On devrait voir mieux. Respire. Bon, viens là. Allez. Ok, ça là. Oui. Ah, bon, on voit des choses qu'on n'a jamais vues quand même. De toute façon, regarde au fond, à droite. C'est une maçonnerie ou c'est le rocher à gauche là? Tu vois ça ressemble à des moellons. Des moellons à la droite de l'écran, dans ce léger enfoncement. Sans doute une porte, un autre accès à la galerie. Exactement ce que recherche Jean-Pierre et que toute l'équipe espère. Cela permettrait d'avoir directement accès à ces objets et d'en remonter une partie à la surface. Christiane, on a de belles images à te montrer. Hein. Oui. Effectivement, il y a une accumulation extraordinaire. Oui, là, on voit beaucoup mieux. Il ne reste plus qu'à trouver la porte. Somme toute. Et justement, l'après-midi même, apparaissent simultanément les entrées de plusieurs puits. La porte de la grande galerie est quelque part 10 mètres en dessous. Donc il y a une densité de puits étonnante puisqu'il y en a deux là, côte à côte. Donc on va avoir 4 puits. Dans 8 mètres de longueur, on a 4 puits. Lequel descend jusqu'à notre... Celui-là. Enfin, c'est le pari qu'on a fait. Hein. Vous pouvez le pari vous qu'on a tromper fait. Celui-ci, là. Avec un peu de chance, 3 jours de travail, on est en bas. Et c'est parti. Sauf que très rapidement, on extrait d'énormes blocs de pierre de l'intérieur du puits. Gamal est appelé à la rescousse. سمايل جمال هو قارن سكارة
Quand Gamal creuse, c'est un peu l'attraction. Hein. Gamal? Oui. Ah ben oui, c'est un personnage sur le chantier, c'est sûr. Et tout le monde est fasciné, tous les ouvriers se sont arrêtés de travailler pour le regarder un peu. Et puis c'est un moment important. Fais attention. Les pierres. Oui, oui. L'affaire est plus compliquée que ne le pensait Jean-Pierre. Il faudra 2 jours pour consolider la partie supérieure du puits avant de recommencer à creuser. Jeudi soir, fin de la première semaine de fouilles et jour de paye pour les ouvriers. Salam alek. Ibrahim. Salaire hebdomadaire, 150 livres égyptiennes, soit environ 25 €. Sanagaya, Inch'Allah. Marie-Françoise, elle, tous les jours, vérifie les absents et les présents avec Ahmed. Et hier, on a passé une partie de l'après-midi à calculer les salaires, vérifier. C'est Catherine qui est la banque de la mission. Et puis moi, je fais des factures pour l'agent comptable, certifié service FELE. La plupart des ouvriers sont des paysans de la vallée du Nil. Certains, ils sont rares, sont illettrés. C'est le cas de ce monsieur. Il peut le faire lui-même. Ce sont des sceaux personnels avec le nom propre, les 3 prénoms de la personne. Il en existait de semblables dans l'Antiquité. On en a même retrouvé portant le nom de pharaon. Petit bonus pour les anciens, pour ceux qui ont participé à la fouille précédente. La photo de chantier. شوف الأزمين شوف الوقت شوف الوقت شوف الوقت وهذا 2 متر محمد شوف ايوه اهو الراجل عاشور بتاع الغلقان مش عاشور بتاع الغلقان اجيب لك عدسه بخاطر الغلقان مش انت مش موجود هو انت يعني انا بقول لك انا اهو مش فين ايه ده عبد النبي عبد الحي ايوه العوام خلاص ما شوفش ابراهيم بيقول لك Samedi matin, la semaine commence par un véritable événement. Sur place règne une atmosphère inhabituelle, un mélange de calme et de tension. La fouille est presque paralysée, chacun se prépare à la venue d'un personnage important. 2. Merci Vaillant Helvétie. Ça nous permet d'affiner la taille de nos coins que nous allons insérer à la sournoise entre la cuve et le couvercle du sarcophage. Voilà. Ah, je me suis coupé. Aujourd'hui donc, première ouverture de sarcophage. En grande compagnie, puisque le patron des antiquités égyptiennes lui-même a fait le déplacement. Voici son convoi à son arrivée. Il s'appelle Zayawaz et c'est une figure de l'égyptologie. Morning. Madame, how are you? I'm fine. Good to see you. La découverte est très rare et très intéressante. Il veut, par sa présence, en souligner l'importance.
Then you never opened a sealed sarcophagus before? Never. It's the first time of my life. And this is very... And what will happen to your heart now? What you will feel now? Je suis très émue. Voilà. On retire le couvercle On le met délicatement à part. Et puis Le couvercle du sarcophage est scellé par la boîte à pied. Il a été assemblé avec des Voilà, chevilles. je peux le prendre là. Pas de clous hein, dans l'ancienne Égypte, des chevilles, des tenons, du bois. Voilà, bah ça y est, on voit les pieds. Effectivement, on n'aurait pas pu ouvrir sans le Donc retirer. on voit, il y a la momie dedans, hein, c'est de momie. Comme on dit là-bas, a Naples introdurre lentamente, c'è più piacere. يوم من الأيام لما تبقى سفيرة تعمل أي سبيتش في الدنيا. Et ça bouge? C'est fragile, mais ça Oui, oui. Let us hold it one as slowly. All right. Ah. Attention au coin. It is intact. Intact, hein? He is very big. He's tall. He's taller than the culture counselor. Mais il a les bras le long du corps. C'est très émouvant, hein. C'est vraiment un moment extraordinaire. Oui. Avec plaisir. On ne dérange pas la momie. Au contraire, on apprend avec elle. On apprend des choses sur les modes de vie de l'époque, sur les techniques de momification. C'était il y a 2500 ans, la 26e dynastie. Thank you. Very pleasant to have you. Thank you for your visit. Goodbye. Bye-bye. Après le départ de Zahi Hawass, le sarcophage est refermé, la momie reste à l'intérieur. On restaure la boîte à pied que Jean-Pierre a dû démonter tout à l'heure. Coulistock, voilà, c'est du Lego. C'est du Lego. Marie-Françoise et Cécile sont au travail dans la tombe. Ils ont utilisé la colle. On a toutes les traces de collage qui sont d'origine. Alors ils employaient des gommes naturelles. C'est la gomme arabique souvent, puisqu'elle est noire. Donc oui, la gomme arabique, ça fonce, ça s'oxyde. Alors bien sûr, je vais ajouter des choses modernes maintenant, c'est un peu... Mais tout est réversible. Dans la vie d'une restauratrice, c'est des moments importants? Bah, écoutez, oui, c'est quand même sympa de pouvoir travailler dans la tombe elle-même, sur des objets qui n'ont jamais été touchés, parce que dans les musées, par exemple au Louvre, pratiquement tous les objets qu'on a ont déjà été restaurés à plusieurs reprises. Et c'est bien de retrouver un objet intact. Bon, on va rentrer les tenons dans les trous. Et voilà. Voilà, c'est fermé. Le soir, à l'heure de la fermeture, les pièces exhumées sont rangées dans un petit entrepôt qui surplombe le chantier. Quelques belles trouvailles des années passées y sont aussi conservées, parmi lesquelles des blocs inscrits, souvent retrouvés à l'intérieur des puits. Alors derrière, vous avez un petit fragment avec des étoiles, vous voyez? Oui. Et ça, on sait ce que c'est. Il suffit de se promener sur la chaussée qui remonte à la pyramide d'Ounas. C'est un morceau de plafond. C'est le ciel étoilé. Au sud du site passe en effet une chaussée antique, aujourd'hui empruntée par les visiteurs. Elle partait autrefois de la vallée du Nil et elle remontait jusqu'à la pyramide du roi Ounas. La chaussée d'Ounas était entièrement couverte. Une petite partie a été reconstituée. Vous voyez les étoiles aussi? Les étoiles qui se détachent sur un fond bleu. Toute la chaussée, c'est-à-dire sur ces 700 mètres de longueur, vous aviez ce genre d'architecture. La chaussée était invisible aux Égyptiens. C'est simplement les cortèges des prêtres, les cortèges funéraires qui l'empruntaient. Nous sommes sous l'Ancien Empire, 2300 ans avant Jésus-Christ. C'est le roi Ounas lui-même. C'est la seule représentation qu'on ait sur le site. Et vous voyez que l'œil est creusé et en fait il était rehaussé par de la couleur verte. À cette époque, les rois ont encore des fards verts autour des yeux. Portrait aussitôt réensablé
Seuls les égyptologues en connaissent l'emplacement. Le sable, ça protège. Hein. Ça protège. L'entrée du temple haut. Ici était rendu le culte au pharaon défunt. On a beaucoup des colonnes. L'endroit le plus sacré, le temple intime, était adossé à la pyramide. En pièces détachées. Colonnes emportées dans les époques postérieures, elles ont été réutilisées dans d'autres bâtiments. Tout comme le calcaire poli qui couvrait autrefois les parois de la pyramide. Il n'en reste pratiquement plus. En revanche, l'intérieur est intact. Il est aujourd'hui totalement fermé à la visite. Les murs du caveau sont entièrement couverts d'inscriptions. Un document historique, le plus ancien texte religieux qui soit parvenu jusqu'à nous. Ce texte qu'on appelle le texte du grand départ, où on dit « Oh, ce roi Ounas, tu n'es pas parti mort, tu es parti vivant ». Et c'est tout un programme qui va se dérouler, qui est ensuite décrit dans une langue très archaïque, très ancienne, dont on n'a pas d'ailleurs déchiffré tout le vocabulaire ni toute la grammaire. Et ce sont donc les diverses transformations du roi pour aboutir à la fin à sa divinisation. Il va prendre place parmi les dieux, s'installer dans la barque du soleil. Le lendemain matin, 7e jour de travail, et un nouveau moment fort de ce début de fouille. Une fois que j'ai la première marche, c'est bon. Descendre dans la 3e tombe. Mais j'ai les petites jambes, alors... Moi, je suis pas une poupée Barbie. Hein. Il faut passer par le puits qui mène à la grande galerie. Mais au lieu d'aller tout droit, comme nous l'avons fait précédemment, il faut tourner à droite. Un passage très étroit et apparaît ensuite un autre puits qui, 5 mètres plus bas, conduit à un autre caveau. C'est parti. Premier puits, le passage très étroit et deuxième puits. Alors, je me glisse là. Bienvenue chez Yarmès. Son nom est inscrit sur le couvercle du sarcophage. Lui aussi est intact, aucun pilleur de tombe n'a réussi à descendre jusqu'ici. Marie-Françoise applique un consolidant, il fixera la peinture, fragilisée par l'humidité, venue de l'extérieur. Regardez toutes ces couleurs qui ressurgissent. Les lotus, les papyrus, les rosettes. Sur la poitrine, il y a la déesse Hélé, qui est la déesse du ciel, la déesse Nout. C'est une vraie petite merveille. Allez, voilà le regard qui s'anime. Regardez les yeux qui sont cernés d'une bande de phare qui s'étire sur la tempe. Du blanc, du jaune. La bouche. Les sarcophages, avant d'être déposés dans la tombe, recevaient le rite de l'ouverture de la bouche. On voit dans les scènes des tombes thébaines, la momie dressée, le sarcophage dressé, le prêtre qui rend aux morts l'usage de ses sens. Le prêtre touchait avec un petit instrument les organes, les 5 sens en fait. Au pied du sarcophage, un coffret funéraire. Puis moi j'assure un peu l'oiseau, qui ne s'envole pas. Alors c'est extrêmement rare d'avoir un mobilier funéraire intact comme ça, c'est tout l'intérêt de la découverte. Parce que souvent dans les musées, on a les coffrets qui sont vides, qui viennent de fouilles très anciennes, et on ne sait pas du tout ce que contenaient ces coffrets. Ah, hop, ça y est. Ça vient, Ici, ça vient, bon. ça Voilà, vient. je vais essuyer. Allez, alors... C'est en rapport avec le matériel d'embaumement. Hein. Il y a beaucoup des tissus, peut-être des sachets de natron, c'est pas trop bien. Vous allez vider? Oui, bien sûr, oui. Hop. La boîte pourrait contenir un ou plusieurs organes du défunt. C'est ce que nous verrons un peu plus tard. Tu l'attrapes en dessous, une main en dessous, voilà, c'est bon. Auparavant, Marie-Françoise a autre chose à récupérer.
Une statuette funéraire, à l'origine, elle devait être posée sur le couvercle du sarcophage. Il est très beau. Oh, il y a les textes aussi avec certainement le nom, c'est magnifique. Magnifique. Il ne faudra pas donner de coup de pinceau tant que je n'ai pas fait la consolidation du texte, parce qu'il est très soulevé. Hein. Oh là là. Il est très soulevé. C'est très difficile. Bon, alors est-ce qu'il a une petite glissière derrière? Parce que parfois, il y a à l'intérieur quelque chose de glissé. On ne le voit pas, c'est sous le stuc des fois. Oui. On en a fait radiographie au Louvre. Bon, c'est impossible de le dire aujourd'hui. Certaines de ces statuettes, dans les derniers siècles de l'Égypte pharaonique, s'ouvraient par l'arrière. À l'intérieur, on glissait un papyrus, extrait du livre des morts. Elles incarnaient, aux côtés du défunt, 3 dieux réunis et étaient quelquefois de véritables œuvres d'art. La suite de la fouille nous le montrera. Mais tout de suite, un nouveau moment d'exception. Examen détaillé du coffret funéraire, en grand comité. Francis dirige les opérations. Le mobilier funéraire, c'est sa spécialité. Attends, oui. J'essaie de glisser ma main tout doucement. Voilà, ça vient tout seul. Ça fait filet. Voilà. Ça fait pas comme une résille? Non, on dirait un filet. Un simple filet de tissu. Hein. Ça sent les aromates, les résines, c'est un mélange. Oui, parce qu'ils utilisaient des huiles odorantes. Voilà. Mais 2500 ans plus tard, ça sent toujours. Oui. Bah oui, produit naturel. Allez, vas-y. En tout cas, c'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. Hein. Non, c'est pas très bien. D'habitude, il y a quoi? On ne sait pas très bien quoi ça... Ah bon, on ne sait pas. C'est la première fois de ma vie que j'ouvre une boîte à viscères intacte. En bois, comme ça. En bois, sur le terrain. Je pense que là, il y a des choses, tu vois. Il y a des choses dures hein, en dessous. Tiens, si tu montres à Christiane. Voilà. Oh, fantastique. Un vase et pas 4. Un vase. Un vase. Alors, on va voir ce qu'il y a dedans. Hein. Pourquoi il y aurait 4 vases? Pour chaque viscère, normalement. Les 4 canopes. Hein? Les reins, le foie, le tube digestif, le duodénum, tout ça ensemble, et puis les poumons. Ah, il est coincé. Mais c'est peut-être parce que tu as les mains en plus. Essaie de le tourner. Oui. Parce que le vase, il est peut-être irrégulier. Ah oui, il est irrégulier. Donc, peut-être qu'il est un peu ovoïde. Tiens bien. Et voilà. Alors, dedans, il y a un paquet canope, qui est, ça c'est sûr. Voilà, le bouge pas, voilà. Laisse-le bien comme ça. Paquet canope, voilà, un viscère. Voilà. Voilà un viscère. Laisse-le dedans. Oui, pardon, tu n'as pas pris la photo, Coco? Tiens, prends la photo. Attention, parce que là, le viscère, il est là. Hein. T'as un petit paquet, là, dans le vase. C'est du... Ah oui, voilà. Donc là, il y a un autre paquet. Hein. Tu vois, il a été moulé. Hein. On voit très bien qu'il y avait donc un organe. Et puis, pardon, il y a un tissu. Et puis, le tissu a été roulé. Hein, comme une feuille de papier à cigarette, finalement, qu'on a passé dessus. Voilà. Et puis ça a été bien fermé aux 2 extrémités, c'est tout. Et ça a été mis dans du sel. Donc 2. Donc 2. Le troisième. C'est du lin qui est autour? Oui, du lin qui a l'air assez fin. Oui, magnifique. Ouais. Hein. Vous voyez, je ne sais pas si c'est là-dedans, il y a un foie et il doit y avoir un poumon, ou 2 poumons. Vous voyez, comme ça a été réduit avec le temps et surtout réduit par les sels. Hein. Sitôt l'opération terminée, retour chez Yarmès. Et un pour la tête. La cuve plus la momie, avec la surcharge des produits d'embaumement, du bitume, etc. C'est très très lourd. Une momie, c'est même éviscérée, c'est aussi lourd qu'un vivant. C'est-à-dire ça peut faire 80 kilos. Entre 60 et 80 kilos. Il faut donc du renfort pour bouger le sarcophage. Hina, tamam? Oh. Oh, voilà. Ok. ايوه لا 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 كله تمام شكرا. Voilà mamie. Voilà mamie. Ainsi placée au centre du caveau, Marie-Françoise va pouvoir consolider l'autre côté du sarcophage, jusqu'à présent inaccessible.
dernière étape avant l'ouverture. Quant à Cécile, elle retire les impuretés du linceul trouvé à l'intérieur du coffret funéraire. Il est en lin et il est noirci par les produits d'embaumement. Douzième jour de travail. C'est aujourd'hui le grand tournant de cette campagne de fouilles. Le puits qui pourrait mener à l'entrée de la Grande Galerie est à présent consolidé. Ses parois supérieures ont été reconstruites. On peut maintenant le vider et savoir si oui ou non, Jean-Pierre a gagné son pari. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ma fiche bas, ma fiche niche. Il ne reste plus beaucoup d'espoir pour que ce puits communique avec la grande tombe. Bon, c'est autre chose, une autre tombe, une autre surprise. De toute façon, ce puits conduit à une tombe, hein, obligatoirement. Donc, il y aura une découverte à faire. Il y aura une découverte à faire, bien entendu. Mais là, c'est complètement l'inattendu. Alors que nous, ce qu'on attendait, c'était de pouvoir communiquer avec la grande tombe. En fin d'après-midi, on sera fixé quand même. Là, ils ont atteint les moins 7 mètres. Dans quelques heures, donc, l'instant de vérité. Ah oui. L'archéologie est œuvre de calme et de patience. Eh ben, ils sont combien là? Alors, je vous présente Hamdi Chai, le Chaiman. C'est l'homme du thé. Et c'est celui qui donc distribue le thé sur le chantier à tous les ouvriers. Chacun donne un livre, je ne sais pas combien à peu près. Et puis ils se cotisent donc pour avoir le thé pour tout le monde toute la journée. Alors eux, ils prennent le thé très sucré, ce qui n'est pas très bon pour la santé, parce que dans ce pays, il y a beaucoup de problèmes de diabète à partir d'un certain âge. Beaucoup. Parce qu'ils en boivent toute la journée et ils prennent donc des quantités de sucre assez importantes. Choukran, elle me dit. Sornaoui. Hein. Sornaoui. Ah. Il est très chaud, très chaud. Il est brûlant, ils le servent brûlant. Hello, ah oui. كل يوم أنا أعرف. كل يوم تشرب شاي. أيوة. Fin d'après-midi. Ce que craignait Jean-Pierre est maintenant une certitude. Le puits passe juste à côté de la Grande Galerie, mais il n'y conduit pas. Il descend 3 mètres plus bas. Jean-Pierre, suivi de Francis, va voir cela de plus près. Alors, il y a une salle pas très... Ah si, oh là, oh là là. Oh, il y a une grande salle à droite. Ouais, je vois bien, avec des momies. Coup de théâtre. C'est un nouveau caveau. Ah bah dis donc, c'est magnifique. Les joies de l'archéologie. Ah mais ça s'arrête pas là, hein. Ça ne fait que commencer. Au fond de la première tombe, un passage percé par des pilleurs à l'époque pharaonique. Tu respires doucement quand même, parce que de l'oxygène, on n'a peut-être pas tant que ça. Il y a des galeries qui vont dans tous les sens. Surtout que tu touches pas le plafond. Tu vois cette plaque là, juste au-dessus de nous, celle-là. Voilà, il demande qu'à dégringoler. Voilà. Même des petits morceaux comme ça, hein, 5 kilos, ça fait mal à la tête. Enfin, si c'est 5 kilos, ça va. Si c'est 500 tonnes, c'est plus extraordinaire. On va essayer d'avancer. Vas-y. Alors, on peut pas y aller là, c'est trop dangereux. Mais tu vois la cuve là. Ils ont fait glisser le couvercle. Voilà.
pour vider le contenu ou le piller en tout cas, c'est manifeste. Bon, bah, à part ça là-bas, il y a un éboulis, il vaut mieux pas y aller. Ah, tiens, une énorme dalle de plafond qui est tombée. Bon, on va pas par là. 20 minutes plus tard, le labyrinthe débouche sur une immense salle. Ici aussi, les pilleurs ont tout ravagé. T'as vu ça? Regarde au-dessus de nous, il est vide. Incroyable. Ce truc peut nous tomber sur le crâne. Autrement dit, si on commence à vider ça, le type qui vide ça, il tombe. Hein. Dur, là. On va plus s'amuser à vider les puits, là. Alors attends, tu retrouves la sortie dans tous ces trous, là? Absolument. Tiens, c'est bon. Tout ce que Jean-Pierre a trouvé, ça y est, t'es passé, là? 2 petits morceaux de cartonnage funéraire. J'amène ça. Bon, allez, on va essayer de sortir quand même, hein, parce que ça va être l'heure du goûter, là, maintenant. Oui, mérite un cacao. Allez, hop, pas de lac. Très, très fin, hein? Oui. Très joli. Bon, ça, c'est la perruque, là, par contre. Ils ont vraiment déchiqueté les sarcophages. C'est incroyable la chance qu'on ait d'avoir retrouvé notre tombe inviolée. Hein. Parce on aurait trouvé ça là, on a arrêté de fouiller, on dirait que c'est pas la peine de passer par là. Oui, tout est déglingué, arraché, pété. Ok, yallah. Allez, en avant là, les sarchettes. Oui, je mène ça de lac. Bon, c'est parti, là, ça va vite, hein. C'est costaud. Tu leur dis de pas partir tout de suite après toi. Hein. Premier bilan, les voleurs ont tout saccagé. Les tombes et les sépultures sont si abîmées qu'elles ne présentent guère d'intérêt. Au fait, un détail. Jean-Pierre a 67 ans. Salam alaikum. Oui, c'est dangereux parce que le plafond est d'une fragilité extraordinaire. Il y a des plaques qui ne demandent qu'à tomber. Alors, on va modifier l'air, c'est toujours pareil. Cet air est parfaitement sec et stérile depuis plus de 2000 ans. Nous, on y introduit de l'humidité, donc l'argile de ce calcaire va gonfler, il y a des plaques qui vont tomber. Donc, si on veut y collecter quelques informations, il faudra le faire très vite, vraiment dans les jours à venir. On va tout juste agrandir l'accès, juste ce qu'il faut pour passer avec le minimum de risque. Et pour éviter de trop toucher le plafond, justement, et on va voir ce qu'on peut recueillir comme information. Tu as vu, à un moment donné, il y a un sarcophage en bois décoré, à mon avis, qui est posé sur une momie dégueulasse, dans la grande salle. Dans la grande salle sur la gauche. Oui. Ah oui, là où il y a les grosses dalles de plafond tombées. J'ai vu un fragment de perruque bleue. J'ai cru que c'était un couvercle de sarcophage. Oui, oui. Et il y aurait un sarcophage de bois dessous, alors? Oui, posé sur une grosse momie. Faut-il suivre cette piste ou l'abandonner? C'est maintenant à Christiane de décider. Début de réponse le soir même à l'apéro. Une chambre d'hôtel sert de bureau à l'ensemble de l'équipe. Tout le monde s'y retrouve vers 19 h. Jean-Pierre revient sur l'événement de la journée. Le mur du fond, il reste à mettre le puits maudit. Notre puits démarre par là, donc il y a une salle ici, une succession de salles, plusieurs angles droits. On arrive ici, on est arrivé sensiblement, voilà, 1,50 m au sud du puits cuit, ça fait là. Et bon, après, ça se continue, mais ce qui nous importe, c'est que le puits vidé est quelque part par là. C'est-à-dire sous la grande galerie A. Alors c'est bizarre, enfin sous, à côté, évidemment, elle ne peut pas être sous, sinon elle passerait au travers. À combien de mètres à peu près? 2-3 mètres? Je ne sais pas. C'est difficile. Un petit peu en dessous. Parallèle probablement à ce puits-là. Et en conclusion, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a localisé le puits, on referme. Oui, non, mais on ne va pas explorer toutes les pas galeries du tout. souterraines de Saqqara. Absolument exclusif. S'il n'y avait pas eu cette cheminée vide, on aurait fermé tout de suite. On aurait fermé tout de suite. Non, il y a 20 ans de travail là-dedans. La chose est donc entendue. Jean-Pierre localisera le puits dangereux et la nécropole souterraine sera fermée. Trop risqué pour un bénéfice attendu, trop incertain. Le lendemain, il s'apprête à redescendre. Entre-temps, l'entrée du premier caveau a été dégagée. Oh, mais il fait déjà tout noir. On descend à 10 mètres là. Hein. Shukran Ramadan, on rentre ici comme chez soi. Petit panier de matériel scientifique. Jean-Pierre prend les mesures du chemin qu'il parcourt, de façon à dresser un plan sommaire de la nécropole. En passant, une belle surprise. Waouh, jolie couleur verte. Un masque. Ah oui, très chouette. Dressé contre un pied de mur, il y a un masque, très joli masque. Bon, je pars avec mon bâton de pèlerin.
Aïe. Je vais jusqu'à la paroi du fond et on oriente après, hein, d'accord? Nous sommes à présent près du puits dangereux. Vas-y. Ces mesures permettront de l'identifier avec précision. Un peu plus vers la droite. Ok. Bon, on est juste sous le puits, là, tu resteras pas trop, hein, quand même. Tu vois, là, le puits qui est vide. Toi, ça tient, c'est un fontis, voilà. On appelle ça un fontis en cloche. C'est quand une cavité se vide, progressivement, la charge tombe et il y a le négatif est là. Ce cône qui est devant nous, c'est ce qui est tombé du puits. On a dû creuser imprudemment une tombe, donc il y a des bonhommes dessous, hein, ceux qui ont creusé cette galerie, ont coupé un puits, pouf, ils ont tout reçu sur la tête. Hop, 2,93. Je vais prendre la gueule du puits ici et je vais avoir le fontis. Non, on est à la fois privilégié, déçu, étonné, émerveillé, apeuré par tout ce qu'on voit autour de nous. Des choses que personne ne verra jamais. Manifestement, nous, ce puits, de toute façon, on va murer l'entrée du caveau, on va le combler, on va le fermer, il sera condamné. Personne n'y rentrera. Bon, allez, demi-tour. L'endroit est plutôt malsain. Ah, c'est le passage, j'aime pas du tout ce passage. Alors, pas du tout, du tout, du tout. Quel beau métier vous faites. C'est frustrant en même temps d'imaginer que tout ce matériel archéologique il est perdu. Non, il n'est pas perdu, il est là. C'est un potentiel, voilà. Il faut l'appeler un potentiel archéologique, comme dans les autres tombes qui n'ont jamais été ouvertes, qui n'ont pas jamais ouvertes. Il ne faut pas être boulimique, hein. On a des tombes tellement superbes que on a ouvert ce puits parce qu'on croyait que ce puits conduisait à l'extrémité de la tombe A, de la grande galerie. On s'est trompé, le tunnel, enfin le puits frôle l'extrémité de la galerie, passe à quelques dizaines de centimètres, d'environ 40 cm, et continue plus bas. Il va jusqu'à 10 mètres, alors que notre galerie est à 7 mètres, 7 mètres 10. Donc voilà, à partir du moment où on l'avait ouvert, il fallait se rendre compte, si effectivement on avait une communication possible, ben, on n'en a pas. On est dans un réseau souterrain complètement indépendant et d'une dimension incroyable, absolument incroyable. Ce joli petit bonhomme. En argile, hein, entièrement en argile. Hein. Cette fois-ci, l'épisode de la nécropole semble terminé. Sauf nouveau rebondissement. Et justement, Madame Catherine. Avant de remonter, Jean-Pierre demande aux ouvriers de retirer le sable qui reste encore dans ce premier caveau. Ensuite, ils pourront refermer. Ramadan et Abdelnabi, les deux spécialistes des puits, se mettent aussitôt au travail et ils arrivent au sol de la tombe. Il est friable, il s'effrite. Nouveau coup de théâtre. Aussitôt, Christiane Ziegler descend dans la tombe. Quelle surprise! Oh, c'est splendide. Hein? C'est splendide avec toutes ces couleurs conservées. C'est le premier sarcophage de ce type que nous trouvons à Saqqara. Mais c'est ça l'archéologie, hein. C'est des moments comme ça. C'est la surprise, c'est un peu ce qui nous... Enfin, ça nous motive aussi. On dit on vient pour découvrir des civilisations passées. C'est sûr, scientifiquement, c'est très important, mais c'est aussi cette aventure intellectuelle. Hein. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va trouver. Et souvent, ce qu'on trouve est beaucoup plus intéressant que ce qu'on avait imaginé. Ça va le devenir, là, quand on va petit à petit dégager. Christiane a vu juste. Ce sarcophage n'est qu'un premier aperçu des trésors de cette nouvelle tombe. Ainsi, un quart d'heure plus tard... Il ne faut pas s'affoler, mais enfin bon... جميل باين عليها جميله ممكن تبوت زي تبوت ممكن زي تبوت استنى ايوه دي خش زي صندوق C'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Un sarcophage, bois... Beau, mieux que celui-là. Ramadan. Un énorme sarcophage, 30 cm sous le précédent. Le problème, c'est que tous les deux sont bloqués au niveau des pieds. Ils traversent le mur du caveau et sont prisonniers du puits d'à côté. Il va donc falloir vider ce puits voisin afin de les dégager. Par précaution, les deux sarcophages sont alors enfouis sous une épaisse couche de sable.
C'est la meilleure façon de les protéger. La fouille est sur le point de connaître un nouveau rebondissement. Et pendant ce temps, dans la grande galerie, le travail continue. Aujourd'hui, ouverture du sarcophage de pierre, à propos duquel Marie-Françoise et Christiane nourrissent quelques espoirs. Peut-être est-il très ancien, beaucoup plus ancien que ce qui a été découvert jusqu'ici dans cette tombe collective. J'aimerais bien que ce soit de l'Ancien Empire, mais c'est pas du tout ça. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre? On pourrait apprendre des informations sur la façon dont étaient peut-être embaumées, puisqu'il y a des momies de l'Ancien Empire, il y en a très peu, mais il y en a une qui n'est pas loin, là, sur la chaussée d'Ounas, dans la tombe de Néfer-Caï, mais c'est extrêmement rare. Et puis sur le matériel que les morts emportaient dans l'au-delà, qui n'est pas le même selon les époques. Juste à côté, à une centaine de mètres, fermée à la visite depuis une trentaine d'années, voici la tombe qu'évoquait à l'instant Christiane Ziegler. Néfer-Caï, l'une des plus belles tombes du site de Saqqara. Nous sommes à l'intérieur de la chapelle funéraire, la partie dans laquelle la famille rendait le culte aux défunts. Le caveau, qui se trouve 3 mètres en dessous, contient toujours cet exceptionnel, la momie du personnage qui y fut inhumé. Ceci n'est pas le corps du mort. Il se trouve à l'intérieur d'une enveloppe de plâtre. Une véritable statue, Ancien Empire. Cette momie a plus de 4200 ans. C'est ce que voudraient trouver Christiane et Marie-Françoise. Malheureusement, c'est raté. Je ne suis pas trop déçu par rapport au potentiel que ça pouvait représenter. C'est-à-dire qu'on se fait toujours des tas de projets dans la tête, on veut toujours trouver l'impossible, donc forcément... mais c'est ça l'archéologie, hein, il faut être humble. Une momie rudimentaire et beaucoup plus récente qu'espéré. Demain sera un autre jour. Demain, normalement, on ouvre l'autre. Oui. Encore et toujours, des sarcophages et des momies. C'est l'année des sarcophages, parce que c'est la première année des sarcophages. Il fait chaud, hein? Le lendemain, effectivement, c'est un grand jour dans la tombe d'à côté, autour du sarcophage de Yarmès. T'en as pas des plus fins? C'est les plus Yarmès, petits, fils de Psamétique Sénèbe, c'est inscrit sur le couvercle. Des noms très à la mode, au 7e et 6e siècle avant Jésus-Christ. Yarmès et Psamétique, ce sont des noms de rois qui vivaient à la 26e dynastie. Et c'était la mode. Un cri. C'était l'habitude pour les gens de la bonne société de nommer leurs enfants du même nom que le souverain régnant. Ça permet de dater. Alors, c'est peut-être après le règne de Psamétique, mais ce n'est pas avant, il y a peu de chance. Je ne vais pas pouvoir vous aider longtemps. Docteur Christian. Voilà. Hop, 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 hop. Attention, là, il y a un coin de bois, je peux rien faire, là. Il me gêne. Et il est très beau, celui-là. Il est très bien bandetté. Hein. C'est pas la même époque. C'est pas du tout la même disposition des bandelettes que sur l'autre. C'est beaucoup plus soigné. C'est pas la même époque. Hein. Non.
D'ailleurs, il a un linge entièrement plat qui est posé, regardez, sous les bandelettes. Les bandelettes maintiennent un suaire. Et les bandelettes ensuite sont croisées pour maintenir le tout. Il est très très bien fait. Ah, oui. Prochaine étape, radiographier le contenu de la momie. Des bijoux et des amulettes ont peut-être été placés sous les bandelettes. Yarmès ne reviendra sans doute jamais à la surface. En haut du puits, un sarcophage de pierre rend aujourd'hui le passage impossible. La réplique du sarcophage sera d'autant plus précieuse aux archéologues. Nathalie y consacre une semaine entière. Un dessin grandeur nature. Dessin qui permet de mieux discerner les détails en partie effacés. Une fois de retour en France, on peut ensuite prendre tout son temps pour étudier l'objet. Où elle va, la misère? Vendredi, jour de congé, Faire tes canapés. nous sommes au centre du Caire. J'aime bien ce qu'il est devant. On va jamais si loin que ça. Non, mais c'est pas que c'est... Une course à faire pour le chantier. Nous sommes dans le souk des tissus. Mais vous savez, il y a aussi des épices. Il y a du carcadé, là. C'est très bon pour les gens qui ont de l'hypertension. C'est un calmant, oui. Non, ça c'est synthétique. On peut pas utiliser ça. C'est un genre de crêpe. On va faire de la pub. Hein, C'est joli pour une robe, mais ça va pas du tout pour les momies. Pour les momies, il faut du pur coton. 1,50 m de large, 100% coton d'Égypte. Là, Chanel Shawl. 1 meter 40 pounds. 40 pounds. Yes. C'est cher? Ouais, c'est cher. Pure. Pure coton. C'est possible, c'est possible. On peut lui demander pour les momies nationales, il peut nous faire une... C'est pour ses ancêtres. Ok. 38. 38 le mètre. 3 mètres. Et Ok. les 20 mètres bekam. Ramsi? For you. Sabah Ramsi. Non. Ramsi. Allez, on va aller voir son copain. C'est pas grave. Allez, on va aller. Ok. faire à chaque fois, les filles. Nous avons obtenu une bonne réduction. C'est-à-dire, vous êtes passé de combien à combien? On est passé de 800 à 750. D'abord c'était 760 et puis on est descendu à 750. Et le paquet, elle kiffe. Du tissu pour les momies, mais pourquoi faire exactement? Réponse quelques jours plus tard, dans la grande galerie. C'est tricote dans les fils électriques. Alors, laquelle on va prendre? C'est comme un Mikado. C'est-à-dire que si on en prend une, peut-être que tout va nous tomber dessus. On va finir enfoui sur la momie. Donc, il faut bien réfléchir. C'est fragile? Ça casse comme du verre, la momie. C'est très fragile. Les fameux draps. Mais on va les emballer, comme ça, ce sera un peu plus propre. Les momies seront entreposées à l'autre extrémité de la galerie, de façon à pouvoir accéder aux objets qui se trouvent de ce côté et à pouvoir explorer la pièce suivante. On peut facilement en deviner l'existence. C'est pour l'année prochaine aussi. Ouais. Beaucoup de choses pour l'année prochaine. Trop de choses restent à faire cette année, sans compter ce qui va encore arriver. 13e jour de fouille et photos de chantier. Alors, qui c'est qui nous manque là encore? On a à peu près tout le monde. Les French Chaoui, là, faudrait vous resserrer un peu par là.
Chouya. Manpalak, Catherine, celui qui est à côté de toi, il faudrait qu'il se resserre un petit peu. Alors, et le raccommodeur de panier, je le vois pas là. Je vais tâcher de me mettre, d'accord, je vais me mettre à côté de Mektemet. C'est parti. Il fallait faire la photo cet après-midi, car le soir même, Christiane doit rentrer à Paris, au musée du Louvre. On peut avoir plein de dessins, des textes, des sarcophages, etc. Mais ça sera fait. Voilà. Vous partez combien de temps? Je pars 8 jours. Dès que je tourne le dos, ils trouvent des choses merveilleuses. Alors ils vont me téléphoner en disant on a trouvé un énorme sarcophage de l'Ancien Empire dans une salle voûtée. Par exemple, voilà, par exemple. Pourquoi? En l'absence de Christiane, la fouille va effectivement connaître de nouveaux événements. Des découvertes surprenantes qui vont bouleverser le cours du chantier. Ainsi, le lendemain matin, Abdelnabi Delwakti, Tarf el Bir, hein? À la toule, men fadlak, à la toule. Aozin el Bab, ma talat etnen yom. واحد يوم نص يوم. Alors, el Raïs Kalam, Wahed Yom Bes. à gauche, le puits mène aux 2 sarcophages qui viennent d'être découverts. À droite, le puits voisin qui doit être vidé pour les dégager. Ça s'annonce plutôt bien. Mais il y a 2 jours de travail? 2 bonnes journées de travail non-stop. Mais apparemment c'est du sable, donc ça part très vite, hein, ça part très vite. Seulement 2 heures plus tard, il y a un petit problème. On remonte du puits des morceaux de bois. Et c'est inhabituel. D'autant qu'il s'agit de fragments de sarcophages. Et ce n'est qu'un début. Plus on en sort, plus les fragments apparaissent en quantité et en qualité. Des pièces intactes, peu à peu, surgissent du remblai. Un vrai coup de théâtre. L'équipe n'en revient pas. C'est magnifique ça. Absolument magnifique. Non, je vais dire le Oui. Mabrouk, ah, magnifique. C'est exactement le même que vous avez sur la boîte à viscères, si vous vous souvenez. Hein? Il est très beau cet œil. Oui, très beau. Hein? On est quand même haut, là, encore dans le puits par rapport à la salle que nous attendons. Donc on peut imaginer qu'en dessous, il y a des choses encore plus... toujours plus, quoi, finalement. Hein? Le problème, c'est que ça va trop vite. Pas au soleil. Non, dans la tente, s'il vous plaît, ça va péter. Le bois, il supporte pas. Oui, c'est la suite de celui qui arrive. Il faut évacuer au plus vite les fragments et les mettre à l'abri. Cécile et Sophie font des allers-retours. Déjeuner. Un policier a fait soudainement son apparition. Une arme en évidence. Chacun sait ici que de belles pièces vont sortir cet après-midi.
Jusqu'au soir, ça ne va plus s'arrêter. C'est le triomphe de la journée. Et progressivement, les jours suivants, les fragments sont réunis. Des sarcophages entiers sont même reconstitués. Le problème, c'est qu'il faut à présent les conditionner et les stocker. Il va falloir faire preuve d'un peu d'imagination. Nous sommes des restaurateurs urgentistes. Ça c'est bien parce que ça change un peu de la vie du musée. Toute l'année on est dans nos caves au Louvre, travailler dans le silence. Pour le stockage, Marie-Françoise et Catherine, qui ont toutes deux l'esprit pratique, ont pensé à une solution. Elle se trouve dans le village de Saqqara. En Égypte, aujourd'hui comme hier, le bois est rare et cher. À une exception, le palmier. Matière première inépuisable, prix modique et main-d'œuvre spécialisée. Dans cet atelier, fabrication de casiers. البعثة فرنساوية عاوزة سرير عشان التابوت. لا هي عايزك ترد عليها انت. هي بتقول لك البعثة الفرنساوية احنا عايزين بنشتري البعثة عشان الرصاص. مرحبا. Alors 170 60 75 لا 70 ولا 75 170 يوم السبت يوم السبت أقربهم لكم. Donc nous sommes aujourd'hui mardi et nous aurons notre commande samedi. Ma salam. Ma salam, shukran. Shukran. Commande passée, solution trouvée pour le stockage des sarcophages. On peut maintenant reprendre le dégagement du puits. Francis l'avait prédit, le plus beau est pour la fin. Il y a un beau masque là, un très beau masque. Très beau masque. Les pièces sont... C'est presque comme si on les avait rangées au lieu de les avoir jetées d'ailleurs. Oui. هات غلا معك غلا عبد الله يا تبع عبد ايوه معك غلا تمام يا باشا تمام ارفعني شد ارفعني شد يا وليد انت اللي تشيل. Il est beau, hein. Il est magnifique. Puis surtout, il est quasiment intact, donc ça c'est génial. J'aime bien les puzzles, mais enfin. La scène du jugement dernier, selon les Égyptiens de l'Antiquité. Les couleurs sont tout juste altérées. Le sarcophage a plus de 2000 ans. Quelques heures plus tard, les deux puits contigus se rejoignent. Enfin. Oh, ya salam.
Encore quelques mètres, ça peut être fait dans l'après-midi. Prévision aussitôt démentie. D'énormes blocs de pierre ont été disposés au fond du puits. C'est monter un piano, ça, à peu près, hein, comme truc. Et de toute évidence, ce n'est pas un hasard. Nous avons affaire à un véritable coffre-fort. Après le pillage de la nécropole voisine, les sarcophages encore intacts y ont sans doute été réunis. Voilà. Donc il est probable qu'ils ont recueilli dans tous ces caveaux, dans ces dizaines de caveaux, les sarcophages en état pour les regrouper dans ce seul caveau unique. Et après quoi, ils ont fait cette espèce de bouchon, ces énormes bouchons de pierre, qui sont de grande hauteur quand même, avec des pierres énormes, pour obstruer les deux galeries. Et après, ils ont déposé les fragments de sarcophages qui avaient été brisés et dépouillés. Donc c'est vraiment une cachette bien organisée, elle est bien conçue, elle n'est pas faite à la hâte, improvisée. Ah, Ramadan. Ramadan, voilà. Shukran ya bibi. Shukran, mabrouk. Mabrouk. Nouveau contretemps, le bouchon de pierre remet l'événement au lendemain. Entre-temps, arrivée des casiers à sarcophage, en branche de palmier. Marie-Françoise est contente, sa petite idée a bien fonctionné. « 7 h du matin, le moment est arrivé. Après quelques minutes de travail, apparition de la boîte à pied du premier sarcophage. Le sarcophage, il fait comme ça, il est là. Après, ça, donc on sait déjà que 30 cm plus bas, il y a cet énorme sarcophage qui part aussi comme ça et qui doit se retrouver lui aussi dans le puits. Alors les deux ont été posés dans la même direction, donc la tête est à l'est et les pieds sont à l'ouest. Ah, il y a quelque chose là. Là, il y a vraiment quelque chose. Sous-entendu quelque chose de vraiment nouveau. Ya salam. Ya salam. Ya salam. Nour, Nour. Oh, Vas-y. Descends. salut PSO. Alors. PSO, abréviation qui signifie Ptah, Sokar ou Sokaris et Osiris. 3 dieux en un seul. Voilà, 3 divinités fondues en une immense entité qui est là en fait pour garantir aux défunts la renaissance, comme tout le matériel qui est mis dans les tombes. Bah là. Il n'y a personne derrière? Non, il n'y a personne. ça, en revanche, on l'attendait. Le reste du sarcophage, cette fois-ci entièrement dégagé. C'est un peu comme une enquête policière, finalement. En fait, ici, on constate, on n'interprète pas. On constate, on essaie de voir le maximum de choses, de noter le maximum de choses. Pour une fois revenu à Paris, en fait, essayer de trouver les réponses aux questions. Hein, c'est ça. Ce que tu as ici, c'est comme une scène du crime. Hein, ce sont les derniers gestes, voilà. Hein, la manière dont on a mis le sarcophage, dont on a mis la boîte, dont on a mis les deux céramiques, l'optasocarugier, il y a une inhumation. Tout ça, ça exprime ce qui s'est passé et la façon de penser des gens. Absolument. Il a le fond, là, ça y est. Oui, non, on fait, là, il est. Là, la ralasse. Ralasse. Oui, on la videra. Ramadan. Oui, baisse. Christiane revient dans 3 jours. Francis et Jean-Pierre l'attendront pour vider ce coffret rempli de statuettes.
17e jour de travail. Le temps se gâte. C'est le Ramsin. Ça veut dire 50. Et il peut souffler pendant 50 jours. Mais pas d'affilée. Hein. Entre mars et avril. Il y a un espace-temps qui est de 50 jours et pendant lesquels on peut avoir ce temps. Et c'est épouvantable. On a beaucoup de mal à travailler. Le sable irrite les yeux, la chaleur est accablante, le chantier tourne au ralenti. À une exception, l'événement est aujourd'hui dans la tombe, fouillé et étudié par Guy. Les momies sont à présent rangées. Et la veille, il a pu dégager le premier sarcophage qui était, il y a quelques jours encore, enfoui sous les corps. Aujourd'hui, c'est au tour de son voisin, le sarcophage au visage doré. On va découvrir à quoi ressemble vraiment. Là, on commence par le... Il y a une jolie scène, là, vraiment sur le haut du sarcophage. Un petit Osiris. Voilà, un petit Osiris doré. Avec devant un petit pharaon qui est en train de faire une offrande. Et derrière, on va trouver probablement Isis. Non, elle arrive. Une scène relevée à la feuille d'or, comme le visage du personnage. Qui était-il exactement? Mystère. Des hiéroglyphes indiquent son nom comme il est d'usage sous la scène d'offrande. Mais ils sont en partie cachés par une coulée de résine funéraire. Donc on n'aura plus qu'à découvrir le nom du personnage pour lui redonner un semblant d'existence. Le lendemain, préparation de l'ouverture. Et nouvel événement sur le chantier. Le grand patron des antiquités égyptiennes, Zayawaz, est de retour à Saqqara. Toute la presse aujourd'hui est avec lui. Lots of mummies. I think maybe this is the best mummy of the Ptolemaic period I've ever seen. Félicitations, vous avez fait un travail magnifique. Nous étions ici il y a 2 semaines. Cette pièce était pleine de momies et je ne pouvais voir que le visage des sarcophages. Vous avez beaucoup travaillé pour arriver jusqu'ici. En quelques minutes, ce jour-là, le vent tourne à la tempête. Et le chantier ferme dans la précipitation. Ce soir, Christian Ziegler est de retour. Son avion doit atterrir au Caire à peu près au même moment. Toute l'équipe a rendez-vous chez Mohamed, l'un des chauffeurs de la mission. Un véritable festin. Pommes de terre, oignons. C'est de la... نايف ناي يعني تحط البطاطس تقطع طماطم مع بصل وبعدين مع لحمه وبعدين تدخل الفرن. C'est 8 par personne. Ah, c'est 8 par personne. Tu croyais que c'était pour la table, toi? Tiens, non individuel. هذا مش كتير كله لازم كله خلاص.
Les femmes ont passé toute la journée, peut-être plus, à préparer tout ça. Elles se sont mises à 3 pour farcir les courgettes, pour hacher les oignons. C'est un travail considérable, hein, toute cette cuisine. On les voit pas, les femmes. On les verra à la fin. Je ne sais pas si vous serez admis, mais nous, on ira les remercier, les saluer, en tout cas les femmes. Quand ils nous reçoivent, ils se mettent un peu à notre disposition et ils ont un plaisir à nous apporter les plats, à nous servir, et ils restent en dehors du repas qu'ils nous offrent, en fait. C'est un cadeau qu'ils nous font en nous donnant à manger et en donnant aux petits soins pour nous. S'ils partageaient notre repas, ils ne pourraient pas s'occuper de nous aussi bien qu'en nous servant. C'est sa femme qui a fait le pain. Tout chaud, qui sort du four. Avec du miel? Exceptionnellement, la maîtresse de maison salue l'équipe après le repas. 22h, c'est terminé. Demain, grosse journée en perspective. يا مدير اهلا نهارك ابيض ازاي الصحه الحمد لله انت بخير الحمد لله Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le vent hier. Oui, ça devait être une force terrible. Voilà une tente qui résiste depuis plusieurs années. Ça va mieux, Christiane fait le tour du chantier et s'arrête d'abord sous la tente où se trouvent les fragments de sarcophages. La plupart sont maintenant rangés dans leur casier. Ah, voilà la balance. Incroyable. Incroyable. On n'a pas du tout l'équivalent. Hein. Complet, en fait, dessus. On en a des complets, puis on a des morceaux, parce qu'on sait qu'il y en a d'autres encore dans le sable. Mais bon, faut... C'est splendide, les 4 fils d'Horus, sur un fond turquoise. Et là aussi, oui. Deuxième étape, la nouvelle découverte. Splendide, splendide, splendide. Petit sceptre, bien dégagé, des petits vases. Fantastique. Et la boîte, avec les petites figurines funéraires, les oucheptis. Ah, fi timsal. Aïwa. Attention avec ta boute. Voilà. Attention. Voilà. Ici. Les oucheptis. Combien y en a-t-il dans le coffret? Selon les époques, leur nombre varie. Il y en a beaucoup? Ah oui, énormément. La boîte est pleine. Hein. Ah, ça fait plaisir de faire ça, je dois dire. Hein. C'est très rare. On fait un pari? 50, vous dites? Oui. Oh non, je dirais qu'il y en a bien 150, allez. Catherine, tu dis combien? Oh, ça, je sais rien. Plus de 50, plus de 50. Résultat, 131 serviteurs funéraires intacts. 8 et 10. Et autant de fragments. Ben, tout ce qu'on a comme reste funéraire, c'est des gens en général de la bonne société. Donc en fait, habitués à avoir quand même un certain nombre de serviteurs et de gens qui effectuent des travaux pour lui. Et il voulait que ça continue. Donc l'espoir, c'était que la vie qu'il connaissait sur Terre, en fait, perdure pour l'éternité. Puzzle d'oucheptis. Puzzle, puzzle. Et pendant ce temps, dans la tombe, Cécile tente de dégager la statuette. Elle est coincée, tu vois. Le problème, c'est que le sarcophage a glissé sur la statue et l'a bloquée. Voilà. Il faut renoncer. C'est décevant? Ah non, non, pas du tout, non, non, pas du tout. Au contraire, hein, ça prouve que la statue est entière. On peut imaginer que, rien que même dans cette entrée, il y en a d'autres en dessous. Hein. Au contraire. C'est même plutôt encourageant, et puis ça va nous faire un peu rêver au cours des mois qui vont venir, dans l'attente de la prochaine campagne. Un peu de liquide consolidant et on ferme.
Sauf que nouveau rebondissement, l'un des responsables du site n'est pas de cet avis. Il redoute les voleurs d'antiquités. C'est très improbable, mais il pourrait s'introduire dans la tombe. Faut-il donc retirer la statuette dans l'urgence, au risque de l'endommager, ou la laisser où elle se trouve? Réponse. It's impossible we leave it here. So it's not safety for security. For security. If we leave it here, if anything done, yeah, that's most problem for us. I think it's difficult to go down. No, that's difficult. Not difficult. Not difficult? Not difficult. Délicate, l'opération l'est assurément. Il faudra plus d'1 heure et beaucoup de précautions pour dégager la statuette. Là, on applaudit, là, bravo, 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 Ramadan, Salah, Mabrouk. Soulagée, Cécile? Ouais. Attends, il faut qu'elle monte, qu'elle soit, tant qu'elle n'est pas sortie. Le visage est doré à la feuille nord. C'est vraiment la miniaturisation du décor de tous les sarcophages. Ah oui, hein. Tout y est là. Absolument. Ouais. La perruque, la barbe. Il a la barbe syrienne. Il a le petit collier aux airs. Avec il a aux airs, voilà. On emmaillote. Voilà. Un petit matelas. In extremis, la statuette sort de la tombe. Voilà. Cécile aux mains d'or. Dernier rebondissement d'une campagne de fouilles exceptionnelle et qui en promet bien d'autres. Outre ce sarcophage et celui qui se trouve juste en dessous, il y a sans doute une grande quantité de matériel funéraire aux niveaux inférieurs. Ce sera pour l'année prochaine. Le lendemain, les tombes sont rebouchées et les ouvertures des puits sont scellées. Les trésors de Saqqara ont attendu plusieurs milliers d'années. Qu'est-ce qu'une année supplémentaire à l'échelle de l'éternité ?